Et comme vous l'avez vu, le titre de cette conférence, c'est La politique européenne et les transnationales françaises en Amérique latine. Et je vais vous dire comment ça va se dérouler cette séance. Tout d'abord, je tiens à remercier encore une fois à toutes et tous les participants de cette soirée-là, sans lesquels, bien évidemment, on n'aurait pas pu faire cette présentation. Nous avons Fanny Simon de Hightech, une organisation qui, depuis des années, s'occupe de tout le travail de spécialisation sur ce que sont les politiques de l'Union européenne et qui va nous présenter, faire une présentation sur l'agressivité de l'Union européenne dans la situation des négociations commerciales. Ensuite, il y aura dans l'ordre d'intervention une bombe. Frédéric Vial, qui est membre du conseil scientifique d'administration d'ATTAC, et qui va parler de la situation de l'Union européenne dans la crise. Et ensuite, Jean-Jacques Chaussour, qui est membre de la CGT, de la Confédération générale des travailleurs, banques et assurances, qui nous parlera sur ce qu'ils font les banques français. Chacun des intervenants aura 15 minutes d'intervention dans cette première partie de la soirée. Ensuite, il y aura une vingtaine de minutes de discussion, d'échange avec la salle. Et ensuite, on reprendra les débats avec Obey Amen, à ma gauche, membre d'Espace Marx, qui parlera sur les entreprises transnationales françaises, l'expérience d'Enlazando Alternativas, que c'est le réseau de solidarité entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Et finalement, Renaud Lambert, qui est membre de la rédaction de Le Monde diplomatique, qui nous parlera justement sur les processus d'intégration régionale et son double processus de lutte anti-impérialiste et de modernisation capitaliste. Pareil, chacun aura 15 minutes et après 20 minutes pour avoir un échange avec la salle. Vous avez bien compris, et merci pour accepter mon accent. Je ne suis pas français, je suis mexicain. Et avant de donner la parole à chacun de nos intervenants, je voudrais tout simplement... Et qui ne fait que se renforcer ces dernières années avec une multiplication de ces négociations bilatérales. On y reviendra dessus un peu plus tard. Et si il y avait deux traits caractéristiques aujourd'hui de la stratégie commerciale européenne, elle pourrait se réduire à deux citations. On dit en anglais trade as much as you can, c'est-à-dire commerce autant que possible, c'est-à-dire comment l'Union européenne peut récupérer ses parts de marché. C'est essayer de s'implanter dans les pays émergents et s'approprier autant que possible les ressources naturelles qu'elle n'a pas sur son territoire. L'autre axe qui serait, si tu ne peux pas compétir, ou je ne sais pas comment traduire, avec les conditions offertes par les entreprises des pays émergents, alors profites-en. Et autrement dit, installe-toi sur ces territoires. Il faut que les entreprises européennes s'installent dans les pays émergents pour profiter des conditions sociales, environnementales basses, et pour profiter de la croissance de ces pays. Donc on est vraiment sur cette démarche-là d'une part de protéger les droits des investisseurs européens dans les pays émergents, mais dans les pays du Sud aussi, parce que les rapports de force font que c'est toujours plus facile d'imposer ces conditions dans les pays du Sud j'entends pays du Sud, pays dits en développement, que dans les pays émergents. Et l'autre axe qui est effectivement le démantèlement des barrières tarifaires. Donc on est dans un espèce de double discours de l'Union européenne où à la fois elle dit il faut protéger notre marché, mais à la fois elle pousse effectivement à des accords commerciaux qui sont toujours plus offensifs par rapport à ces questions-là. Et ce qu'on regarde, ce qu'on voit en fait aujourd'hui dans les documents de l'Union européenne qui définissent sa politique commerciale, c'est effectivement qu'elle est axée sur quatre points, notamment la question du renforcement de droits de propriété intellectuelle, parce qu'elle sait que c'est là qu'elle a son avantage comparatif, et ça pose aussi toute la question de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, mais y compris les technologies vertes, où elle veut effectivement reconstruire sa compétitivité par rapport à ça. Donc c'est vraiment un des axes sur lequel elle tape très fort, et on l'a vu avec toute la bataille contre l'ACTA,
l'ACTA qui est l'accord anti-contrefaçon, mais on voit aussi ces dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle qui sont incluses dans les accords commerciaux à chaque fois. Un autre axe très important sur lequel je voudrais insister, c'est effectivement la protection des droits des investisseurs européens dans ces accords commerciaux. Il y a des chapitres, et je reviendrai un peu dessus juste après, ce qu'on appelle les clauses d'arbitrage État-investisseur qui sont censées être là pour protéger vraiment les droits des investisseurs par rapport aux politiques de régulation mises en place par les États en matière de régulation sociale, en matière de régulation sanitaire, en matière de régulation environnementale. Ça, c'est un axe très très fort. Le troisième axe sur lequel elle est très très offensive aussi, c'est la question de l'accès aux matières premières. Elle a adopté en 2008 une initiative qui s'appelle RMI en anglais, ou IMP, Initiative sur les matières premières, qui repose sur 3 axes. Alors le premier axe, je vous le cite quasi texto, hein, c'est sécuriser l'accès aux matières premières des entreprises européennes situées dans les autres pays, et en l'occurrence les pays qui en développement. Les 2 autres axes, c'est renforcer les sources d'approvisionnement au niveau européen en matières premières, et le 3e axe qui est effectivement sur les questions d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, le seul axe qui est réellement doté d'outils contraignants qui sont mis en place, c'est le premier axe sur la sécurisation de l'accès aux matières premières dans les pays du Sud. Le 4e axe, c'est bien sûr la libéralisation des services publics, parce que l'Union européenne a un avantage compétitif très très fort sur ces questions-là, donc elle cherche à pousser dans ces accords commerciaux qui sont de plus en plus larges la libéralisation des services publics au profit de ces entreprises européennes. Donc tous ces 4 axes-là, il y en a d'autres encore, hein, effectivement, sur le démantèlement des tarifs douaniers, notamment dans le domaine de l'agriculture, c'est très fort. Mais j'en ai choisi 4 parce que c'est effectivement ce qui ressort de sa stratégie commerciale globale. Je voudrais revenir sur la question de la protection des droits des investisseurs, puisqu'on en entend peu parler. Alors je ne sais pas si Frédéric, tu comptais en parler ou je... Non, d'accord. Donc depuis en fait, ce que je disais dans ces chapitres sur la protection des droits des investisseurs, ou carrément ce qu'on appelle les traités bilatéraux d'investissement, il y a des clauses pour protéger les droits des investisseurs. Dedans, il y a une clause qui s'appelle mécanisme d'arbitrage État-investisseur, qui donne le droit à une entreprise d'attaquer un État devant un tribunal d'arbitrage international si cette entreprise se sent lésée par une décision prise par une autorité publique, que ce soit en matière sociale, écologique, environnementale. Alors pour illustrer mon propos, par exemple, au Mexique, l'État, alors je ne sais plus quel est l'État, qui avait pris une disposition pour protéger les ressources en eau localement. Sauf que cette mesure d'ordre environnemental impactait, effectivement, obligeait l'entreprise à mettre des mesures, représenter un surcoût pour l'entreprise et allait impacter ses profits. Donc, l'entreprise qui exploitait les ressources sur place a attaqué devant un tribunal d'arbitrage. Alors, souvent, ces cas-là se traitent pas aux yeux des grands publics et à l'amiable, et on ne sait jamais trop quelles sommes sont données, mais en l'occurrence, l'État a dû payer une somme très lourde pour compenser les pertes de profit de cette entreprise. Un cas beaucoup plus récent et qui va très certainement faire du bruit en Europe, c'est une entreprise suédoise qui s'appelle Vattenfall, qui vient d'attaquer le gouvernement allemand pour sa décision de sortir du nucléaire. Donc voilà sous prétexte effectivement que cette entreprise suédoise avait des entreprises d'exploitation du nucléaire civil en Allemagne, et donc elle attaque la décision pour expropriation indirecte et demande des compensations pharaoniques pour cette décision-là.
Donc on voit le poids en fait de ces dispositions-là dans ces accords sur d'une part les réglementations sociales et environnementales, mais plus largement sur les questions de choix démocratiques, c'est-à-dire sur le débat sur le nucléaire. On sait que ça a été très fort en Allemagne, et aujourd'hui, après qu'il y ait eu tout le débat démocratique, une décision qui a été prise, et ben on peut remettre en cause à travers ces clauses d'arbitrage État-investisseur. Et c'est très important en ce moment parce que ces dispositions-là, dont l'Amérique latine a beaucoup souffert d'ailleurs, c'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup de cas, on ne connaissait pas bien parce que c'était des entreprises européennes qui attaquaient des gouvernements du Sud et notamment en Amérique latine, mais il n'y avait pas trop de cas chez nous en fait, où on se faisait attaquer par des entreprises latino-américaines ou chinoises ou même intra-européennes. Donc ça c'est un premier aspect. Aujourd'hui ça se retourne contre nous. Et le deuxième aspect, c'est que ces clauses-là, elles existent en fait depuis les années 50, sauf qu'on voit depuis une dizaine d'années une accélération de ce genre de cas. Donc les entreprises, elles ont très bien compris aujourd'hui quel était le levier de ces dispositions-là, et elles n'hésitent pas à y faire recours pour faire tomber effectivement des réglementations sociales, environnementales, sanitaires. Donc voilà, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, à travers sa politique commerciale et sa politique d'investissement, l'Union européenne, au nom de la compétitivité de ses entreprises, est prête à sacrifier la défense des droits sociaux, la défense des droits environnementaux, et selon une stratégie mais très très offensive, où elle est, y compris, alors c'est moins le cas pour l'Amérique latine, mais en tout cas c'est le cas sur les pays africains, où les pays africains, certains pays des Caraïbes et d'Asie, où elle est carrément prête à mettre en balance son aide au développement, ses programmes d'aide au développement, pour obliger les pays du Sud, ces pays, à signer ces accords de libre-échange ou accords de partenariat économique ou traités bilatéraux d'investissement. Donc vraiment, elle est dans une stratégie très très offensive vis-à-vis de ça. Et avant, on avait l'OMC, donc c'était assez clair, il y avait une cible. Il y avait une convergence, on avait un calendrier commun, on identifiait à peu près la cible, sauf que depuis le blocage, alors je ne dis pas que c'est pas bien, et au contraire c'est plutôt une victoire de nos mouvements du blocage des négociations multilatérales au sein de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, pour dépasser ça, c'est pas que l'Union européenne, ils ont tous fait ça, sont passés par le biais des négociations bilatérales, où les rapports de force sont carrément disproportionnés. Puisque le blocage justement des négociations bilatérales, c'est notamment une alliance des pays du Sud qui avait réussi à créer le rapport de force par rapport aux puissances occidentales. Or, aujourd'hui, dans les négociations bilatérales, ce rapport de force, il n'y est plus. Pour donner... il faut que j'avance un peu, mais aujourd'hui, sur les accords négociés par l'Union européenne, il y en a notamment un qui nous concerne tout particulièrement ce soir, qui est celui avec la Colombie et le Pérou. Cet accord qui contient les dispositions dont j'ai pu parler aura un impact très fort au niveau des questions d'intégration régionale, sur les processus de renforcement d'intégration régionale dans la région, puisque c'est un accord qui a été négocié qu'avec la Colombie et le Pérou, et donc qui va créer des déséquilibres entre pays, entre les pays de la région, puisque certains on va utiliser la Colombie et le Pérou pour faire rentrer certains pays européens pour après aller chez leurs voisins. Ça d'une part. D'autre part, dans cet accord d'investissement, il y a des clauses sur ce qu'on appelle le traitement national, c'est-à-dire que les pays Colombie et Pérou devront accorder le même traitement aux investisseurs européens que pour... D'accord. Le même traitement à des investisseurs européens par rapport aux investisseurs locaux ou aux investisseurs régionaux. Donc on ne pourra pas faire de politique en faveur d'un développement d'une industrie locale ou d'un développement d'une entreprise régionale, qui pourtant est un argument très important sur les schémas de commerce international. Sur la question aussi de la protection, dans cet accord, on demande un démantèlement des tarifs douaniers dans le secteur laitier, entre autres, dans le secteur de l'élevage, et on risque très fortement de voir une très forte
une invasion des produits européens venir sur les marchés locaux, en demandant aux pays, notamment la Colombie, qui avait mis en place un système de régulation des prix sur le secteur laitier. On demande à la Colombie de démanteler ce circuit-là. Il y a aussi tout un chapitre sur la question de la libéralisation des capitaux. Il y a eu un très bon rapport d'une organisation qui s'appelle SOMO en Hollande qui analyse les impacts de ces dispositions, que ce soit sur la région avec... derrière, ça veut dire une facilitation sur le blanchiment d'argent. Enfin, voilà. Comment, à travers ces clauses de libéralisation des capitaux, on va avoir davantage de corruption, on va avoir encore plus d'opacité sur les marchés des capitaux et une facilitation sur le blanchiment d'argent. Et ce qui est totalement paradoxal par rapport au discours de l'Union européenne sur la régulation des marchés, quoi. D'un côté, on tient un discours et de l'autre, on signe des accords qui vont faciliter cette opacité et donner de plus en plus de pouvoir au marché des capitaux. Donc on est toujours là-dessus. Et puis surtout, l'Union européenne, au-delà de son discours des droits de l'homme, et ça la France en premier, on voit qu'aujourd'hui elle est capable de signer un accord avec la Colombie, alors que tous les derniers rapports montrent la situation dramatique des droits de l'homme dans ce pays, l'hypocrisie du gouvernement colombien en matière d'impunité, sur le climat d'impunité, avec la semaine dernière, alors moi je ne suis pas une spécialiste de la Colombie, mais l'adoption d'un... D'accord. Bref, une situation vraiment catastrophique en Colombie. On nous dit oui, mais les accords commerciaux, on passe des accords commerciaux avec des clauses sur les droits humains. Ça ne nous empêche pas de signer des accords avec la Colombie et de légitimer par là même ce gouvernement au nom des intérêts des entreprises européennes. D'autres accords pourraient être cités, notamment les négociations commerciales avec le Canada. C'est assez important parce que c'est un accord nord-nord, donc ce qui modifie quand même pas mal la donne. Et ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y a des négociations qui s'amorcent avec les États-Unis, qui devraient débuter. Donc on voit très clairement l'ambition derrière d'un accord transatlantique entre États-Unis, Canada, États-Unis, Canada et l'Union européenne. Donc on voit comment on est dans une stratégie d'expansion et de couverture de toutes les régions mondiales par ces accords bilatéraux. Il y a aussi le cas des accords, des négociations avec les pays de l'accord d'Agadir. Les pays de l'accord d'Agadir, c'est la Tunisie, l'Égypte, le Maroc et la Jordanie. Autrement dit, au lendemain des révoltes arabes, l'Union européenne s'est précipitée sur ces pays pour aller négocier des accords commerciaux avec ces pays, alors que ces accords auront des impacts considérables en termes de choix de politique sociale, économique. Donc d'ores et déjà, elle lie les mains des gouvernements, des nouveaux gouvernements, alors qu'ils n'ont même pas de constitution à travers ces accords commerciaux. Et c'est ça qui est dramatique. Et parce qu'il faut que je conclue, tout ça, oui, voilà, pour dire qu'actuellement, l'Union européenne, ce qu'elle négocie à travers sa politique commerciale, elle travaille à ce que les entreprises mondiales aujourd'hui échappent à tout contrôle des gouvernements, que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, et que c'est cette doctrine-là qu'il faut combattre, et que au final les plans d'austérité, alors on est dans un contexte assez difficile où effectivement au niveau européen les mouvements sociaux sont très engagés sur la lutte contre les plans d'austérité, et toute la lutte sur les accords commerciaux passe à la trappe depuis certaines années, alors que c'est la même logique qu'il y a derrière, et c'est toute cette logique-là qu'il faut dénoncer, et il y a vraiment un enjeu là-dessus pour montrer par quel levier on arrive à cette architecture d'impunité des multinationales, comment on donne ce pouvoir aux multinationales, et ces accords commerciaux, c'est vraiment un levier très très important sur ces droits qui sont accordés aux entreprises, et sur ce démantèlement du pouvoir de régulation des États, et plus globalement sur le pouvoir, sur la démocratie, sur nos droits démocratiques et nos droits sociaux, les droits fondamentaux, nos droits fondamentaux. Et pour conclure, donc je pense,
Il y a vraiment un enjeu d'appropriation citoyenne sur ces questions-là. Il faut davantage en parler. On en parle très peu dans les médias, on en parle très peu dans nos organisations. Et il y a vraiment, il faut davantage décrypter les impacts de ces politiques. Et enfin, travailler davantage aussi sur la mise en visibilité des alternatives, parce que des alternatives, il y en a. Il n'y a pas que ce commerce-là. On n'est pas contre le commerce, on est contre le commerce qui ne bénéficie qu'aux entreprises européennes. Et c'est dans ce sens-là que l'ETEC a travaillé récemment. Alors je vais faire un peu de pub pour ce que nous... Donc on a récemment lancé une campagne justement sur les questions des alternatives portées par les mouvements du Sud, mais qui est vouée à être enrichie par d'autres contributions qui ne se limitent pas au pays du Sud, mais vraiment sur les questions, voilà, quelles alternatives portent nos mouvements en termes justement de transition écologique et sociale, en termes de protection des droits des travailleurs, en termes de, on en parlera juste après, je pense, sur d'autres formes d'intégration régionale, voilà, sur ces questions-là. Donc ces documents sont en libre accès derrière, n'hésitez pas à en prendre. Et puis s'il n'y en a pas assez, à m'en demander, on les met à disposition. Voilà, je vous remercie. Merci Fanny. Merci beaucoup Fanny Simon de Hightech pour cette présentation sur l'agressivité de l'Union européenne en matière de négociations commerciales, qui, comme vous avez pu observer, c'est un sujet assez complexe. Tout simplement, je voudrais signaler que dans le cadre de l'Union européenne-Amérique latine, il faut savoir que l'Union européenne a signé déjà un accord avec le Mexique l'année 2000. En 2002, a signé l'accord avec le Chili, que, comme Fanny vient de le dire, l'accord Pérou-Colombie vient d'être signé la semaine dernière, et le même qu'avec l'Amérique centrale. Donc, il ne reste que les pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, et le Venezuela, la Bolivie et l'Équateur. Le reste, l'Union européenne a mis déjà son pied dedans pour pousser justement autour de cette négociation. Donc, je donne tout de suite la parole à Frédéric Vial de ATTAC, qui va parler sur l'Union européenne dans la crise. Oui, bonsoir à tous. L'Union européenne dans la crise, en fait, l'Union européenne, et ça n'étonnera aucun et aucune d'entre vous, persiste et signe. C'est-à-dire que, loin de considérer que la crise peut-être viendrait de la persistance de politiques libérales, que loin de remettre en cause le système, l'Union européenne considère au contraire ce moment-là, ce moment particulier, pour pratiquer ce que d'autres ont appelé, enfin ce que quelqu'un d'autre a appelé la stratégie du choc, c'est-à-dire accentuer, approfondir des politiques qui sont mises en place depuis déjà un petit moment, mais vraiment en allant beaucoup plus loin. Et là, Fanny vient de dire l'essentiel sur la politique commerciale, et donc je me contenterai simplement de quelques petits rappels là-dessus. Mais les politiques de l'Union européenne sont anciennes et elles tentent à faire en sorte que devienne une réalité ce que disait Margaret Thatcher en son temps: il n'y a pas d'alternative. Vous vous souvenez, le fameux TINA en anglais, There is no alternative. Et c'est véritablement le credo qui conduit aujourd'hui les politiques mises en place par l'Union européenne. En fait, si on regarde bien, il y a trois aspects qui sont autant de contraintes mises en place par ces politiques. Trois aspects qui sont déclinés constamment, particulièrement, tout le temps, comme étant des réponses à la crise. Trois aspects qui jamais ne remettent en cause le système, qui jamais ne visent à considérer que peut-être le système est en train d'épuiser les populations et la planète. Premier élément, qui sont comme autant de branches à une espèce de pince comme ça qui contraindrait les populations. Premier élément de cette pince, ou première branche de cette pince, si vous voulez, la compétitivité. Si, d'après l'Union européenne, s'il y a une crise, c'est que les entreprises ne sont pas assez compétitives, mais surtout, les États ne sont pas compétitifs, les territoires ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que et quand je dis Union européenne, je fais tout de suite une petite incise, je ne parle pas de l'Union européenne comme étant une espèce d'organisme comme ça qui flotterait
au-dessus du reste du monde. Non, les gouvernements, bien entendu, ont la première responsabilité des décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne. C'est important de le dire quand même, pour pas qu'on imagine que c'est une espèce de Deus ex machina comme ça qui nous tombe dessus. Les gouvernements et l'Union européenne, donc je rectifie tout de suite, nous disent compétitivité. Compétitivité des États. Les États doivent être plus compétitifs, c'est-à-dire qu'ils doivent se débarrasser d'un certain nombre de dépenses qui sont considérées depuis très longtemps, quand on lit par exemple la littérature de l'OCDE, comme des dépenses passives, c'est-à-dire doit se débarrasser des dépenses sociales, doit se débarrasser des dépenses de protection sociale notamment, doit se débarrasser aussi des dépenses qui induisent le chômage dans la doxa libérale, c'est-à-dire les dépenses d'indemnisation des chômeurs. Puisque c'est bien connu, si les gens sont au chômage, c'est pas du tout parce qu'il n'y a pas de travail ou parce qu'il y a des destructions de postes, non, c'est parce qu'ils ont la responsabilité individuelle de leur situation et qu'ils sont incités d'une certaine façon à rester chez eux puisqu'ils reçoivent des indemnités. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur la volonté de diminuer les dépenses publiques vient de cela. Non seulement diminuer les dépenses publiques pour diminuer les dépenses passives, également diminuer l'intervention de l'État pour ouvrir aussi aux entreprises qui n'y auraient pas encore accès un certain nombre de marchés, y compris de marchés intérieurs qui jusque-là ne leur étaient pas constamment ou complètement ouverts. Fanny l'a évoqué un tout petit peu, celui des marchés tenus par les services publics. Mais cette compétitivité aussi des États se traduit depuis le début finalement de l'Union européenne par le fait qu'il ne saurait être question d'avoir une fiscalité commune. Les États se tirent la bourre, c'est-à-dire que les États sont en concurrence, et tout le monde le constate aujourd'hui, sur le plan de la fiscalité, de la même manière qu'ils sont en concurrence sur le plan social, puisque les États sont invités à avoir une réglementation qui attire les investisseurs. Dans ce cadre-là, l'Union européenne, et on le voit au moins depuis la constitution du marché unique au milieu des années 80, l'Union européenne se contente de réglementer les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent intervenir partout à leur plus grand bénéfice à l'intérieur des États membres de l'Union, sans que jamais il ne soit question sérieusement qu'il y ait une convergence des modèles sociaux vers le haut. S'il y a une convergence, c'est plutôt vers le bas, puisqu'on est dans un dumping social permanent, mais on est aussi dans un dumping fiscal permanent, et là on touche au financement de la protection sociale, on touche au financement des services publics. Donc les États doivent être compétitifs, mais également les territoires à l'intérieur des États doivent être compétitifs. Et de ce point de vue-là, on a une véritable compétition qui se met en place entre les régions de l'Union européenne pour essayer au maximum, par une fiscalité aux petits oignons, par un certain nombre d'investissements, de subventions, etc., essayer au maximum de faire en sorte que les investisseurs, les entreprises viennent dans cette région plutôt que dans telle autre région. De ce point de vue, ces politiques sont très frappantes, où on voit des régions, y compris à l'intérieur d'un même État, des entités infra-étatiques, se faire concurrence entre eux. Mais évidemment, la compétitivité, elle est surtout la compétitivité entre les personnes, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que la concurrence joue essentiellement et beaucoup et très fortement entre les individus et singulièrement entre les salariés. Compétitivité entre les salariés à l'intérieur même de l'Union européenne, avec une disparité absolument considérable des niveaux, enfin absolument considérable, oui, c'est vraiment, le mot est même un peu faible, des niveaux de salaire entre, je ne sais
sais pas, la Pologne, la Hongrie, le Portugal, pour parler des 3 derniers, et ceux qui sont tout au sommet des salaires au sein de l'Union européenne. Et surtout, l'idée que, de toute façon, d'une manière générale, que ce soit dans les pays à forte compétitivité ou les autres, les salaires sont, le coût du travail plus exactement, est toujours trop élevé. Il est toujours trop élevé, il s'agit constamment de faire en sorte de le diminuer, constamment de faire en sorte de le diminuer, parce que, encore une fois, et là on refait la boucle avec ce que j'indiquais en tout premier, il y a un certain nombre de dépenses qui sont des dépenses fondamentalement inutiles, des dépenses publiques fondamentalement inutiles, qui grèvent finalement la compétitivité du travail, qui grèvent la compétitivité des salariés qui reçoivent des salaires beaucoup trop plantureux, beaucoup trop généreux par rapport aux capacités d'exportation des États. Et là, on arrive assez rapidement, mais je vais assez vite. Hein. J'indique simplement quelques éléments et on reviendra dessus dans le débat. On arrive à un autre élément tout à fait important qui permet aujourd'hui de présenter la compétitivité comme étant la solution à la crise. C'est, ça a été indiqué très largement par Fanny, donc je vais pouvoir aller assez vite, la politique de libre-échange, qui, en effet, deuxième aspect, deuxième pince, c'est la deuxième branche de la pince contraignante dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais assez vite parce que Fanny l'a dit, le modèle exportateur est présenté comme étant le seul modèle qui, au sein de l'Union européenne, est susceptible de nous sortir de la crise. Oubliant au passage une chose, c'est que s'il y a des exportations, elles sont aussi très souvent lieu, elles sont souvent à destination des autres pays de l'Union européenne. Et s'il y a des pays exportateurs, il y a donc des pays importateurs. S'il y a des gens qui exportent, il y a des clients. Ça, c'est quand même assez facile à comprendre. Et que si tout le monde se met à exporter, on devient à faire un jeu à somme nulle, en fait. C'est pas grave. Il n'empêche que le modèle d'exportation devient le seul envisageable. Et à partir de là, se met en place très logiquement tout ce dont a parlé Fanny jusque-là, c'est-à-dire une politique commerciale tout à fait agressive, parce qu'il s'agit évidemment de s'assurer des marchés à l'extérieur et en même temps de s'assurer les matières premières. Peut-être une chose qu'il convient de rajouter, c'est que dans l'esprit des stratégies officielles de l'Union européenne, il y a un lien entre la compétitivité interne et la compétitivité externe. Il y a un lien qui est explicitement fait par l'Union européenne entre la libéralisation des marchés à l'intérieur et la recherche de libéralisation des marchés à l'extérieur, la recherche d'accès à ces marchés à travers les accords de libre-échange. Ce lien, il est tout à fait explicite. Il est fait dans les documents stratégiques de l'Union européenne. Il y en a un qui date de 2000, l'Union européenne Competing the World, ce qui veut dire en anglais en compétition dans le monde, si je traduis comme ça à peu près, qui date de 2000. Et vous avez aussi, qui a été repris un peu après, très récemment, là en 2010, c'est la stratégie Union européenne 2020, qui dit bien qu'il y a un lien entre la libéralisation interne et la recherche de libéralisation externe à travers les accords de libre-échange. Aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut bien voir et bien comprendre dans la situation de crise actuelle, l'exportation, le fait de pouvoir exporter à l'étranger et le pouvoir d'avoir accès au marché est perçu comme étant la solution à la crise. Alors avec ça, il y a un dernier aspect qui est un aspect qui a aussi son importance parce que finalement, c'est un aspect qui permet aussi
ou en tous les cas dont la visée politique est sans doute d'essayer de contraindre les peuples à accepter ces réformes structurelles qu'induisent les compétitivités. La compétitivité, réformes structurelles qui passent nécessairement par un certain nombre de reculs sociaux, pour le dire vite. Et ça, c'est l'instauration dans le marbre des traités et dans la pratique institutionnelle de l'austérité perpétuelle. C'est-à-dire que là, avec le pacte budgétaire, on a vu arriver la mise en place, le pacte budgétaire qui a été précédé par la mise en place du semestre budgétaire européen, le fait que la politique budgétaire maintenant est totalement orientée par tout le mécanisme prévu de sanctions quasi automatiques et de règles d'or prévues dans le pacte budgétaire. Toute cette politique est orientée vers la satisfaction des marchés financiers par le paiement de la dette qui est devenue maintenant, on aura l'occasion de revenir dessus dans le débat, qui est devenu un sujet politique majeur. On a donc un système qui est à peu près, qui est tout à fait cohérent pour lui-même et qui effectivement risque d'aboutir à ce qu'il n'y ait pas d'alternative. C'est-à-dire d'un côté la compétitivité qui contraint à baisser constamment le coût du travail, à baisser, ou en tous les cas à baisser les salaires, à baisser le financement des services publics, à ne pas permettre une fiscalité qui ressemble à quelque chose. D'un autre côté, une politique budgétaire et monétaire qui échappe totalement à autre chose enfin qui échappe totalement en fait aux décisions démocratiques, pour aller vite. Et avec tout cela, le libre-échange est vraiment perçu comme étant le moyen qui oblige à aligner la compétitivité des entreprises, donc les salariés, sur le modèle du moins-disant économique, social et environnemental. Donc on est face à quelque chose qui a une logique tout à fait claire, tout à fait importante. Et je crois que, comme militant du Nord, évidemment, on a du travail. Et ce travail il consiste aussi à bien également faire le lien, puisqu'on est là aussi en vue d'une préparation d'une rencontre qui se fera en Amérique latine, à bien faire le lien avec les mouvements des autres pays qui sont concernés par ces politiques, parce que sans ce lien-là, sans ce type d'alliance, nous n'y parviendrons beaucoup plus difficilement, si jamais nous y parvenons. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Dial de attaque, je tiens simplement à rappeler les similitudes qu'il y a, toute proportion gardée bien évidemment, entre la crise actuelle dans l'Union européenne et ce qui s'est passé dans l'Amérique latine des années 80, la décennie perdue, et cet processus, effectivement, auquel tu faisais référence, de réduction des dépenses, réduction du déficit, chute des salaires, ensuite réduction des dépenses sociales, austérité, récession. Comme il n'y a pas de ressources suffisantes pour remplir ou pour couvrir le déficit public, on revient sur la même chaîne qu'on a vécu pendant une décennie en Amérique latine. Nous avons parlé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, sur ce qu'est d'emblée, disons, une situation actuelle de l'Union européenne. Nous allons nous approcher maintenant à ce qui se passe côté France et Amérique latine. Et pour cela, rien de mieux qu'avoir la présence de quelqu'un très important, disons quelqu'un qui travaille dans les cœurs même du système financier international. J'ai fait référence à Jean-Jacques Soursour, membre de la CGT Banque Assurance. Comme vous le savez bien, les banques sont signalées depuis le début de la crise comme, disons, la source principale de cette crise que nous traversons depuis des années. Et bon, lui va nous parler justement sur qu'est-ce qu'ils font les banques françaises aujourd'hui. S'il te plaît. On m'entend là, non? D'abord, bonsoir et puis merci de nous avoir conviés à cette conférence. Alors je vais essayer, pour tenir compte des 15 minutes qui nous sont reparties, d'aller sur des grandes lignes. J'ai fait un choix un peu arbitraire en essayant de faire d'abord l'état des lieux,
de la place des banques françaises en Amérique latine. Ensuite, d'essayer de définir rapidement quelles sont les stratégies jusqu'à maintenant qui ont été celles des banques dans les pays d'Amérique latine. Enfin, je reviendrai sur ce qui m'apparaît être les obstacles à un bon fonctionnement bancaire et aux possibilités d'élargir le financement tel qu'on le conçoit, nous, dans notre fédération CGT, et peut-être quelques propositions qui partent de notre réflexion sur le rôle des banques, qu'elles soient sur leur territoire ou qu'elles soient à l'international. Alors, sur l'état des lieux, je dois dire que c'est assez facile puisqu'il n'y en a pratiquement pas. On peut dire que quand on regarde les bilans bancaires, je parle des banques françaises, quand on regarde les bilans bancaires, on s'aperçoit que l'Amérique latine n'a pas été pour les banques une source de préoccupation quant à son développement. On sait qu'en Amérique latine, et pour des raisons historiques, ce sont les banques espagnoles qui sont les plus présentes. On considère que 65% du crédit distribué par les banques étrangères en Amérique latine sont effectivement issus du crédit fait par les banques espagnoles. Ensuite viennent les États-Unis, ensuite viennent les banques anglaises. Donc on a un paysage bancaire dans cette région qui est assez faible, dû à X raisons, qu'elles aient été historiques, diplomatiques, et certainement parce que les banques n'ont pas toujours y trouvé intérêt à y être pendant de nombreuses années. Même si elles sont présentes, je ne vais pas dire qu'elles n'y sont pas. La grande banque qui a été présente aussi historiquement, c'est le Crédit Agricole français, et pour des raisons là aussi de nature de la production agricole dans les pays d'Amérique latine. On dit que les chiffres disent que le Crédit Agricole a à peu près 5000 agences en Amérique latine. Il annonce un encours de crédit de 14 milliards en 2011, mais qui a beaucoup baissé par rapport à 2010, puisqu'il était à 17 milliards de crédits octroyés dans les pays d'Amérique latine. Alors quand on regarde 14 milliards en Amérique latine et 36 milliards en Asie, on voit bien que l'orientation qui s'est d'abord faite, qui était faite sur les marchés émergents de l'Asie, notamment de la Chine. On considère ensuite, si je prends les trois grandes banques, la Société Générale est présente, mais présente très ponctuellement, et notamment au Brésil, avec une tendance à vouloir développer un modèle à la française, c'est-à-dire un modèle de banque universelle, et donc fait des choix plutôt conjoncturels en fonction des capacités de croissance et des ouvertures qu'offre le pays. Et donc ne semble pas avoir un regard ou une stratégie globale sur l'ensemble de l'Amérique latine. Enfin, si je prends la BNP Paribas, elle a plutôt une stratégie d'accompagnement, d'ingénierie financière, c'est-à-dire de contribuer à chercher sur place dans chacun des pays un certain nombre de correspondants financiers ou économistes en capacité d'aider les entreprises françaises à rentrer, et notamment, on sait que l'essentiel des entreprises françaises qui ont investi dans les pays d'Amérique latine ont été des entreprises du CAC 40, essentiellement. Aujourd'hui, depuis un certain temps, on s'interroge sur, effectivement, les PME, et en allant dans le sens de ce que l'Europe souhaite, effectivement, entrer davantage dans les pays d'Amérique latine. Alors, si on essaye de définir la stratégie, on pourrait dire qu'il y a, en fait, la stratégie fondamentale est celle de uniquement l'accompagnement des entreprises françaises, des investisseurs français, notamment en entreprise, des entreprises françaises dans les pays d'Amérique latine. C'est un accompagnement à la fois financier, à la fois de conseil, à la fois de recherche de marché, à la fois de recherche de possibilités financières. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit, un accompagnement d'ingénierie, donc c'est l'ensemble. Pourtant, il y a eu une étude parlementaire en France sur les perspectives, et notamment dès lors que la France a vu, et l'Europe a vu la Chine entrer dans les pays d'Amérique latine, une étude parlementaire qui s'est conclue en 2011 a mis en avant les capacités, les perspectives positives de ces pays, des pays d'Amérique latine, considérant qu'il fallait effectivement, pour ne pas laisser la Chine seule sur le terrain, engager fortement la présence dans le pays d'Amérique latine, avec, bien sûr, sous-entendu ce qui a été dit avant moi. Il semble aussi qu'on s'oriente sur une recherche du microcrédit,
avec l'idée que les banques françaises, qui pourtant ont beaucoup tardé sur ce type d'opération, pourraient être des promoteurs, je ne dis pas au féminin, donc voilà, pourraient être promoteurs du microcrédit dans un certain nombre de pays d'Amérique latine. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, la question est, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que les banques françaises et les banques européennes peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'elles en sont aujourd'hui? Alors, on définit pour nous, dans notre fédération CGT, on dit qu'il y a aujourd'hui des obstacles réels à aux capacités financières des banques, aux capacités d'investir sur le fond, dans l'emploi, dans la production. Les obstacles, je vais essayer un petit peu de les définir. Il y a d'abord forcément, aujourd'hui, il y a le poids de la crise financière et de la crise des dettes souveraines qui ont amené le secteur bancaire à une paralysie pratiquement, perte de confiance entre les banques, perte de confiance entre les banques françaises et les banques de l'Union européenne, à la suite effectivement de la crise sur laquelle je ne reviendrai pas, dont les États-Unis, enfin les banques américaines ont été à l'origine. Ensuite, on est dans une situation, il y a une insuffisance de croissance en France, une économie à tonnes, qui fait qu'on est en moins de production de valeur ajoutée. Donc, ce métier des banques, c'est quand même de gérer la valeur ajoutée et de gérer métier originel, et de la réinsuffler dans l'économie. On est aujourd'hui effectivement dans une situation qui fait que les banques prêtent plus qu'elles n'ont de dépôt. On a ce qu'on appelle, dans les termes techniques, un coefficient d'engagement qui tourne entre 160 à 150 quand on prend les grandes banques françaises. Ça veut dire qu'elles ont 100 euros de dépôt et elles en placent 160 de crédit. Ce qui conduit forcément à faire appel au marché. Et dans un pays, voire dans la région européenne, où effectivement les notations à l'égard des pays compte tenu des dettes sont effectivement des notations qui s'abaissent, les banques vont rechercher de l'argent, leurs notes aussi s'abaissent, vont chercher de l'argent beaucoup plus cher pour essayer effectivement de compenser le trop crédit fait par rapport à l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit aujourd'hui les banques qui, pendant les années 90, essayaient d'orienter l'épargne disponible vers les marchés financiers. On a affaire aujourd'hui à un retournement. Les banques cherchent plutôt à récupérer l'épargne et ensuite pour pouvoir refaire du crédit direct compte tenu des défaillances et des difficultés et des conséquences de ce qu'ont été les crises des subprimes et notamment l'utilisation des produits dérivés à outrance. On a aussi, parmi les obstacles, notamment pour la question du financement des grands marchés ou des grands projets, y compris pour l'international, on a la question des BFI, dont les tailles se sont considérablement réduites. Alors, je le dis, mais je sais que ça peut porter à débat, notre fédération s'est prononcée pour le maintien des BFI dans le système bancaire français, parce que les BFI, ce n'est pas simplement la spéculation, même si c'est une partie spéculative sur laquelle là, nous sommes d'accord qu'il faut l'empêcher, mais je vais aller plus loin, tendance à dire qu'il ne faudrait plus de partie spéculative, mais aussi les BFI, ce sont des banques de financement et d'investissement, ce sont celles qui permettent effectivement à des entreprises de maintenir, dans le cadre d'une évolution, d'une progression de leur capacité ou productive ou commerciale, de maintenir un certain niveau de stabilité. Et donc pour nous, les BFI participent pleinement à l'existence d'une banque. Et aujourd'hui, les BFI françaises sont en grande difficulté parce qu'elles ont réduit la voilure et risquent d'être amoindries par rapport aux BFI anglo-saxonnes. Et enfin, et ce qui me paraît être le plus contraignant pour l'ensemble du monde bancaire européen, c'est les fameux règles prudentielles, sans rentrer dans les techniques, mais je crois que beaucoup en ont parlé, ces fameuses règles qui obligent les banques à assurer l'ensemble de leur activité, qu'on appelle BAL 1, BAL 2 maintenant, et qu'on oblige BAL 3 à rendre plus rapidement. Alors on oblige à ce que les banques aient des fonds propres suffisants pour couvrir les risques qu'elles prennent. Pas simplement les risques crédits, mais les risques opérationnels, les risques juridiques, les risques informatiques. Ce qui conduit forcément à une espèce de spirale de l'impossible. C'est si je veux prêter, il faut des fonds propres. Pour avoir des fonds propres, il faut que j'attire sur le marché des capitaux. Si pour attirer les capitaux, il faut choisir la rentabilité financière. Et on est donc par la mise en place, la précipitation
de ce type de règles prudentielles, on entre dans une paralysie qui sera de plus en plus forte du système bancaire français, et on limitera d'autant sa capacité à financer. Je le dis, je pense que ça a été noté, les Américains, les États-Unis ont refusé d'appliquer Bâle III, en rappelant que quand même les règles Bâle III, les règles de Bâle sont quand même insufflées et à la fois par les États-Unis et à la fois par l'Angleterre, qui aujourd'hui, les États-Unis disent c'est trop contraignant pour nous. J'arrive à la fin. Voilà, on dit, voilà, et pour permettre après le débat sur, mais une fois qu'on fait les constats, que faut-il faire pour faire évoluer le système? On dit d'abord qu'il faut revenir à qu'une banque n'est pas une entreprise comme les autres. Une banque ne travaille pas avec sa matière première, mais avec la matière première des économies. Et que donc, en ce sens, une contrainte, c'est de rendre à l'économie ce qu'elle a prévu, enfin, ce qu'elle gère de l'économie. Donc on pense qu'il faut arrêter le terme industrie financière, parce qu'une banque n'est pas faite pour faire de l'industrie, elle est faite pour gérer et accélérer les systèmes économiques. Ensuite, nous pensons qu'il faut un petit peu alléger l'ensemble de la sécurisation bancaire par le durcissement des fonds propres. Je pense que la question des fonds propres, qui peut être posée, mais la lourdeur de cette réglementation empêche effectivement le développement du financement. Nous sommes, pour ce qui concerne notre fédération, et en France, pour le maintien d'une banque universelle, parce que la banque universelle permet de suivre la clientèle, notamment je pense à la clientèle entreprise, comme à la clientèle grandes entreprises, de les suivre de A jusqu'à Z, et ça permet effectivement de participer aux grands investissements. Enfin, ce qui nous paraît essentiel, c'est s'attaquer aux activités de marché. Car ce qu'on constate même dans le projet de loi de la réforme bancaire française, c'est qu'on dit on va isoler les opérations spéculatives. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on va maintenir les opérations spéculatives, quelque part ailleurs, mais plus dans les banques. Or, c'est tout le problème. C'est qu'on est effectivement sur l'idée de la régulation du marché financier par le marché. On a vu la démonstration que c'était impossible et que nous sommes partisans d'une véritable réglementation en interdisant un certain nombre de produits qui sont à caractère spéculatif, je ne vais pas les citer, en interdisant la multiplication des plateformes alternatives qui ne sont pas surveillées, qui ne sont pas sous le contrôle des régulateurs. Et donc, il faut à tout prix s'attaquer à la réglementation du marché et qu'on ne s'en sortira pas. Parce que dès lors on pourra toujours réglementer les banques. On sait aujourd'hui qu'il existe ce qu'on appelle les banques fantômes, les shadow banks, qui ont pris plus de place aux États-Unis que les banques. Et donc on sait qu'aujourd'hui, si on laisse les activités de marché dans le contexte dans lequel ils sont et avec les produits qu'ils utilisent, on aura forcément à nouveau des crises de plus en plus importantes. J'en finis en disant que nous pensons qu'il faut revoir les critères d'attribution du crédit. D'abord, ce qui compte dans le crédit, c'est son efficacité, son efficience. La question du risque est secondaire pour nous. D'abord, c'est est-ce que quand je fais un crédit allant à l'économie, à l'entreprise en particulier, est-ce que j'apporte une nouvelle valeur ajoutée ou des capacités nouvelles? Donc un crédit basé sur l'innovation, basé sur la formation, des crédits dont le critère c'est effectivement le développement social. Voilà, j'en ai fini et je dis c'est à partir de une réforme profonde, structurelle, qu'on pourra effectivement considérer que les banques peuvent aller un peu plus loin que où elles en sont aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Yann de la Fédération des banques Société Finance. Et avec ça, nous arrivons à la fin de la première partie de notre soirée, de cette conférence. Et donc, pour agiliser le débat, je vous donne tout de suite la parole à ceux qui voudraient poser des questions pour qu'elles soient les plus, disons, les plus rapides possibles. Je vous remercierai de poser des questions brèves. Si vous avez des questions. Il vient de débarquer de l'Argentine, il vient de rentrer de l'Argentine, donc... J'adore, soyez négligés. Oui, bon, l'idée c'est surtout de vous raconter une expérience donc, qu'on a fait. Il me semble qu'on a sous-estimé même parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, peut-être maintenant on va commencer à se rendre compte, qu'il est possible de mettre en face, devant tous ces politiques dont on parle, quelque chose. Et donc, on n'est pas condamné à rester dans l'impuissance, c'est ça. Mais d'abord, je voulais surtout partir de l'idée que
insister sur quelques idées parce qu'il me semble que tout ça, c'est quelque chose de très politique finalement. Ce ne sont pas quelques mesures prises de l'économie, c'est quelque chose, quand je dis c'est politique, ça veut dire que devant ça, on peut faire quelque chose. C'est ça que j'essaie de dire. Mais bon, donc je veux partir de quelque chose de très général, c'est l'idée que cette construction européenne elle s'inscrit dans un processus beaucoup plus long qui vient des années 70. Et c'est un moment très, très, très important des années 60-70 dans l'évolution du capitalisme, on va dire les choses comme ça. Et il se met en place à ce moment-là toute une architecture d'organisation, des normes, des règles qui vont permettre aux grandes puissances d'exercer et de renforcer leur domination. Les transnationales vont avoir un rôle important dans tout ça. Mais tout ça, ça se trouve, à mon avis, au centre d'un dispositif bien plus large, donc politique, économique, voire même technologique, et qui porte une idéologie très forte, qui nous dit que finalement, toutes les solutions qu'il nous propose, tout ce qu'il nous propose de mettre en place, finalement, c'est quelque chose, c'est ce qui est de mieux pour la communauté internationale, entre guillemets. Et donc, on est face à ce qu'on appelait au tribunal permanent des peuples une lex mercatoria. Donc, cet ensemble dont je vous parle, des règles, etc., etc., etc. Et qu'on nous, on appelait l'architecture de l'impunité. De l'impunité, d'abord des transnationales, et bien évidemment des États avec. Très vite, je vous dis, les transnationales sont d'abord quand elles vont quelque part, quand il y a des investissements, il n'y a pas de cahier des charges, au contraire. Et puis, elles exigent des cadres qui vont leur permettre, par exemple, de réagir face aux États si jamais il est une même politique qui va à l'encontre de leurs intérêts. Tout ce qu'on a dit sur le CIADI, etc. Et donc, finalement, il n'y a rien comme cours international ou quelque chose comme il existe pour les personnes. On ne s'attaque pas aux personnes juridiques, ça n'existe pas. Et voilà, c'est un des constats qu'on a fait quand on a décidé de faire appel à ce tribunal populaire permanent. Mais après, il y a tout ce qui est dit, enfin, finalement, c'est cette démarche de l'Union européenne qui, comme je vous dis, ça s'inscrit dans ce processus qui va devenir plus lent. Et en plus, il y a cette histoire qu'on met très en avant aujourd'hui, c'est la concurrence, la compétitivité, etc., etc., etc. Et ce qui fait de l'Union européenne quand même un investisseur très important dans le monde. Et dans cette même logique de la construction européenne, l'Amérique latine va devenir une sorte de plateforme d'expansion, de redéploiement dans le monde, d'ailleurs, des capitaux. Et donc, il faut augmenter la taille des entreprises, et ça vous amène à tout ce que vous avez dit. Donc, je l'ai déjà dit, mais les accords internationaux d'investissement en font partie. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que parfois, il y a des pays qui n'ont pas d'accord international, qui n'ont pas de traités bilatéraux d'investissement. Tout simplement, le Brésil, qui reçoit 75% des investissements français, n'a pas d'accord. N'empêche, les internationales, ils y vont. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont chercher, tout dépend de la taille des marchés, tout dépend si c'est un pays en croissance ou pas, tout dépend si c'est un pays où il y a des sources de matières premières et d'énergie, parce que ce sont les autres critères. Donc, voilà, il faut avoir ça en tête aussi. Mais après, il y a toute cette histoire du traité de Lisbonne, de la stratégie de Lisbonne. Fanny l'a déjà dit, qu'effectivement, maintenant, on est en train de passer à autre chose. C'est l'Union européenne qui prend en charge la politique des investissements. Mais surtout, c'est dit clairement dans les documents de l'Union européenne qu'il s'agit aujourd'hui, moi je dis que c'est un prolongement de la stratégie de Lisbonne. Il s'agit aujourd'hui d'aller chercher le marché, il s'agit aujourd'hui d'aller chercher les matières premières, les sources d'énergie et une main-d'œuvre pas chère. Mais attention, oui, on investit beaucoup dans les mines et l'énergie, mais les services, c'est un grand morceau. On n'en parle pas beaucoup et les banques, ça compte beaucoup parce qu'il y a des pays comme le Chili ou le Mexique où ce sont les banques d'autres pays qui détiennent 80% des dépôts. Donc
le tribunal a voulu travailler sur la violation des droits de l'homme, mais en plus sur toutes les attaques qu'il y a contre l'autodétermination des peuples. Donc, ce sont des choses qui nous ont intéressés. Et voilà. Et, alors, je voudrais dire aussi qu'avec la politique néoclassique, enfin, la France aujourd'hui travaille pour ces transnationales. Mais avant, quand même, il y avait un minimum des projets, on va dire, nationaux, une vision de la France dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus tout ça. On va aller chercher les pays qui sont les plus intéressants du point de vue économique. Donc, le VRP Sarkozy a fait le boulot de ce côté-là, mais déjà, c'est Chirac qui avait déjà commencé. Et ça donne quoi? Ça donne que la France aujourd'hui, enfin, représentait 9% des ces investissements. En Amérique latine, représentait 9% des investissements dans le monde en 2008. Aujourd'hui, ça a doublé, enfin presque 16%. Donc, c'est 113, c'est des là en Amérique latine. Et c'est le Brésil qui a la première place, avec 500 entreprises brésiliennes, françaises, qui représentent 400 000 emplois quand même. Et de ces 500 entreprises, 35 font partie du CAC 40. Après, il y a le Mexique avec 350 entreprises, 90 000 emplois. Ce n'est pas des petits morceaux, c'est des gros morceaux. L'Argentine avec 250 entreprises, le Venezuela avec 80, et puis bon, il y a les autres qui viennent. Mais les pays les plus importants pour la France aujourd'hui, c'est le Brésil, le Mexique, et puis après l'Argentine, le Chili, la Colombie, etc. Voilà. Et, bon, ces transnationales, c'est pas parce qu'elles sont françaises qu'elles sont meilleures que les autres. Et elles occupent beaucoup les secteurs, donc, comme je vous disais, services, énergie, automobile, pharmacie. 30% du marché régional en Amérique du Sud, c'est l'automobile française. Et bon, ce que je vous disais avant, de bon que tout ça. Mais, par exemple, la pharmacie, ça développe beaucoup. Et comme par hasard, au moment où il y a eu la grippe au Mexique, cette grippe du cochon, et ben, ils sont implantés. Comme ça, d'un seul coup, ils ont fait des gros investissements. Mais il y a des investissements aussi dans le militaire. Donc, EADS, Thales, va construire là-bas des hélicoptères, etc., des pièces. Et en Argentine, on a eu Thales, France Télécom, etc., mais Thales s'est distingué parce que je pense qu'elle était mouillée dans je ne sais plus combien de cas de corruption de fonctionnaires, donc, enfin, plusieurs fois. Et le marché de l'eau, donc Suez Vivendi, qui a quitté l'Argentine, il a quitté l'Argentine parce que le gouvernement de Nestor Kirchner n'a pas accepté une hausse des tarifs. Donc ils se barrent, effectivement, ça ne va plus, quoi. Donc ils partent. Mais c'est-à-dire que le service public, ça ne compte pas, quoi. La notion de service public, comme défini ici, ça ne compte pas. Et donc après, il y a d'autres comme Alstom, Alstom qui a eu des affaires aussi de corruption en 2004, en 2008, en 2011, en 2012, exclus du marché par la Banque mondiale parce qu'ils achetaient des fonctionnaires. Et donc les Français se distinguent apparemment sur cette question-là. Et par exemple, bon, il y a d'autres qui sont pas mieux, hein, parce qu'il y a HSBC qui n'est pas française, on vient de se rendre compte qu'ils blanchissent de l'argent de la Europe, mais alors là, tout va. Hein. Il paraît que la Banque du Vatican aussi. Et je ne rentre pas trop dans les détails parce que quand même, il me reste 5 minutes. Mais voilà, donc tous ces côtés-là, on parle beaucoup des mines, de tous ces côtés-là. Bon, ça se comprend, il y a aujourd'hui le prix des ressources naturelles, des matières premières, il est très élevé. Donc ces secteurs-là, c'est un secteur refuge quoi, pour les capitaux européens qui, bon, ici ça ne va plus, donc on va là-bas, ça paye bien, etc. Mais il y a tous les autres secteurs qu'il ne faut pas oublier où il y a des graves violations des droits du travail. Hein? Et donc ça aussi, de ce côté-là, on peut dire qu'il y a des gros problèmes. Je vous passe de la Bolivie, vous vous rappelez, la Suez a repris l'eau et l'Alto, et finalement on a annulé ce contrat-là parce que, encore une fois, la compagnie pratiquait des
qui est assez élevé. Et sur la question du lithium, on aurait essayé de s'installer, mais il n'a pas réussi parce que les Boliviens ils demandaient un transfert des technologies et pas d'être seulement des pourvoyeurs de matières premières, de pouvoir transformer sur place et donc on commençait à industrialiser le pays. Pour ça, pas marché. Mais voilà, c'est-à-dire ce niveau des décisions de la part des transnationales françaises de ne pas accepter qu'un pays comme la Bolivie puisse prendre en main l'exploitation du lithium. Alors, il y a un cas d'une entreprise peu connue, Perenco, une française, franco-britannique, qui est présente au Guatemala et qui se spécialise dans les exploitations dans les zones à risque. Et donc, elle a acheté un puits, le puits des Chouans, qui produit 95% de la production nationale, 95%. Mais voilà, et c'est une petite transnationale qui est dans beaucoup de pays dans le monde, qui est accusée d'évasion fiscale, de pollution, de financement des groupes paramilitaires et de violations graves des droits de l'homme et des droits des peuples autochtones. Et les Françaises, je lui dis, alors, personne n'en parle. Il a fallu que les collectifs Guatemala commencent à faire une campagne ici et qui dénoncent ça et qu'on commence à en parler. Et alors, je viens à un autre sujet finalement. Et en 2004, et on a créé un réseau d'organisations latino-américaines et européennes lors du sommet Union européenne-Amérique latine à Guadalajara, au Mexique. Et puis après, les organisations, pas toutes, mais une partie des organisations qui sont mobilisées en Amérique latine sur toutes ces questions-là que je viens de dire, notamment les Boliviennes, les Chiliens, enfin, pas mal d'organisations, se sont mis avec des organisations européennes et qui ont constitué ce réseau, la scène d'alternatives, que j'ai du mal à traduire. Ça veut dire quelque chose comme nous avons des alternatives ou des choses comme ça. Et ces réseaux ont demandé au tribunal populaire permanent, tribunal permanent des peuples, pardon, de venir travailler avec nous. Et donc, c'est un tribunal qui est l'émanation directe du tribunal Bruxelles 2, qui a travaillé au moment des dictatures en Amérique latine. Et donc, il a travaillé à partir de 2006, au moment du sommet de Vienne, sur qui a voulu montrer dans quelle mesure les actions des transnationales et des politiques de l'Union européenne se traduisent par des violations des droits de l'homme et de l'autodétermination des peuples. Et en 2008, on est passé beaucoup plus sur les conséquences elles-mêmes et les responsabilités. Qui est responsable de quoi? Alors, ce tribunal, il travaille comment? Donc, le tribunal lui-même, il est composé des personnalités comme des prix Nobel, comme Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, des responsables par exemple, des mouvements sociaux, Blanca Chancos de l'Équateur, et puis il y avait Susan George aussi qui a participé, des ministres ou des ex-ministres comme Pedro Páez de l'Équateur, qui est un de ceux qui ont construit la Banque du Sud, des universitaires comme Edgar de l'Inde, enfin, je passe, il y a beaucoup de monde. Et puis on a fait appel à des témoignages, on a amené les victimes, et petit à petit on a instruit des procès contre quelques transnationales. Et bon, il y a une quarantaine, 48 entreprises donc, qu'on a vues en 3 sommets, Vienne, Lima, Madrid, dont 4 françaises. Et GDF Suez, Louis Dreyfus Commodities, Perenco et Suez. Et ce tribunal, je ne rentre pas dans les détails, j'arrive vraiment à la fin, ce tribunal dénonce, fait des recommandations, propose, et surtout, moi je pense que c'est ça la chose qui, même sans qu'on se rende compte, je pense que ça a pris une ampleur assez importante. Il y a des transnationales qui, au moment du sommet de Lima, nous contactaient pour dire arrêtez, ne faites pas ça, sortez-nous de cette liste. Il y en a même qui ont cédé sur le problème qui se posait. Mais deuxième chose, c'est que l'Union européenne elle-même a commencé à se dire mince, il y en a qui nous regardent, on ne peut pas faire les choses comme on veut. Et puis nous, on a apporté aussi, à la fin de chaque sommet alternatif, les conclusions qu'on avait sorties
que ces rassemblements d'organisations. Tout ça pour vous dire que faire quelque chose, c'est possible. À Lima, nous étions 20 000, nous étions à Guadalajara 350. Donc, je pense qu'il faut il y a une sorte de sentiment d'impuissance parfois, je trouve, en Europe, alors qu'on pourrait faire tellement de choses, mais à condition qu'il y ait une volonté de rassemblement des organisations syndicales, des mouvements sociaux, des associations, y compris des partis politiques, parce qu'ils participent aussi. Voilà. Donc, bon, c'est très vague, mais l'idée, c'est ça. Quelque chose existe. Il a fini son boulot, le tribunal, à Madrid en 2010, mais on a ce sommet à Santiago, on va essayer effectivement de relancer une dynamique et de surtout ne pas lâcher l'Union européenne sur toute cette question-là, des relations avec les peuples d'Amérique latine. Merci beaucoup, Oveia Mendes de Strasmarx, pour cette présentation. Et tout simplement, je voudrais signaler deux aspects qui me semblent importants à propos de ce qui a été signalé. Il faut dire qu'il y a 10 jours, la ministre du Commerce extérieur de la France a présenté les priorités du gouvernement socialiste en matière de commerce au niveau international. Et ils ont choisi 47 pays. De ces 47 pays, il y a pour l'Amérique latine, en plus des traditionnels, le Mexique, le Brésil et l'Argentine. Ils sont ajoutés maintenant 2 dans la liste, c'est-à-dire la Colombie et le Chili. Il est intéressant de les signaler parce que vous verrez bien que ce sont des pays très importants au niveau des mines, au niveau de l'extractivisme. Il faut savoir, et avec ça je vais m'arrêter, que la Colombie est le premier exportateur du charbon vers l'Union européenne. Et que beaucoup de ces charbons-là viennent des zones occupées par les paramilitaires qui ont assassiné des gens. Et ces charbons-là, parfois même, arrivent ici, dans la France, dans le nord de la France. Donc, il faut avoir la perspective de ce que tout ça représente, que ce soit le gouvernement français, que ce soit au niveau de la Commission européenne, que ce soit au niveau parlementaire, on a beaucoup de choses à faire. J'ai donc tout de suite donc, la parole à notre dernier intervenant, avec un peu de retard, mais je crois que vous êtes content de la qualité de cette intervention, à Renaud Lambert, membre de la rédaction de Le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique n'a pas besoin d'être présenté, mais Renaud va nous parler sur des processus d'intégration régionale et quelques alternatives qui découlent de ces processus-là. S'il te plaît, Renaud, merci. Bonsoir, et à mon tour de remercier les organisateurs pour la possibilité de m'exprimer ce soir parmi vous. Je vais faire comme Fanny, je vais faire une page de pub, et moi je commence par la page de pub parce que j'ai votre attention pour l'instant. À plusieurs moments dans la soirée, des gens vous ont expliqué que la presse ne parlait pas de ce dont ils venaient de vous parler. Ça a été le rôle des multinationales dans tel ou tel pays, ça a été le cas de Perenco au Guatemala. Eh bien, le Monde diplomatique vous en parle. C'est vrai. Quand on parle de l'impact des multinationales européennes en Amérique latine, l'observation à laquelle on arrive le plus souvent, c'est sans doute celle de l'organisation d'une déprédation. Des galions espagnols et portugais aux tankers américains, en passant par la marine à vapeur britannique, les veines ouvertes de l'Amérique latine coulent depuis longtemps et enrichissent des contrées souvent éloignées des régions qui organisent cette déprédation. Toutefois, depuis quelques années, le monde semble avoir basculé. Selon le journaliste britannique Seamus Milne, le moment unipolaire de notre planète, reposant sur une domination militaire, celle des États-Unis, et sur l'imposition d'un modèle économique, le néolibéralisme, eh bien, ce moment unipolaire aurait pris fin. Les attentats du 11 septembre 2001 ont démontré la vulnérabilité du géant américain. Les bourbiers irakiens et afghans ont souligné sa fragilité militaire. Et la crise financière de 2008, l'inanité du modèle économique qu'il avait imposé parfois violemment, on le sait, en Amérique latine. L'historien marxiste Eric Hobsbawm, qui vient de décéder, avait suggéré que le krach de 2008 constituait, je le cite, l'équivalent pour la droite de ce que fut la chute du mur pour la gauche. Mais la mort d'un monde n'implique pas toujours la naissance immédiate d'un autre, notamment lorsque tous les pouvoirs constitués s'emploient à ranimer le cadavre, tentant d'insuffler un souffle de vie libéral à un modèle que le libéralisme lui-même a conduit au trépas.
Néanmoins, nous ne sommes plus en 1992 lorsque Francis Fukuyama proclamait la fin de l'histoire, et l'on peut peut-être déjà mesurer certaines des évolutions qui nous séparent du moment unipolaire dont je viens de parler. Notamment l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, l'émergence également de projets alternatifs au néolibéralisme. En Amérique latine, le nouveau monde voit apparaître un géant, le Brésil, et un foisonnement d'idées pour imaginer un après-néolibéralisme que les latino-américains ont appris à découvrir avant les autres. Parmi ces idées, je souhaite ici m'intéresser tout particulièrement à celle de l'intégration régionale. C'est un vieux projet, déjà formulé par Simon Bolivar, un projet également promu un temps par les néolibéraux de Washington, sous la forme d'un immense marché unique couvrant le continent de l'Alaska à la Terre de Feu, la zone de libre-échange des Amériques, ZLEA, fort heureusement torpillé en 2005 lors du sommet de Mar del Plata. Un projet ancien donc, qui semble depuis quelques années prendre une autre direction. Mais la dialectique nous alerte sur la nature contradictoire du réel et sur la possibilité pour une situation politique, pour un projet, d'être porteur d'un monde et en même temps d'un monde opposé. Disons que dans notre vision de l'Amérique latine, ce soir, je vais jouer le rôle du fâcheux, bien conscient que les réussites de la région ont été évoquées, le seront peut-être, et j'imagine sont connues de la plupart d'entre nous. L'intégration régionale est souvent décrite à gauche comme le vecteur de la nécessaire émancipation anti-impérialiste de l'Amérique latine, et c'est sans doute vrai. Mon ami Christophe Ventura expliquait dans la revue À Gauche, la revue du Parti de gauche, au mois d'octobre 2012, que l'Amérique latine est, je le cite, le laboratoire de nouvelles formes d'intégration régionale qui cherche à bâtir la souveraineté et l'indépendance du sous-continent et de ses peuples face aux prétentions hégémoniques des puissances tutélaires traditionnelles de la région, États-Unis et pays européens. Il poursuivait ainsi, à travers l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, ou bien la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et de la Caraïbe, les pays d'Amérique latine conçoivent les voies de l'intégration régionale par des mécanismes qui ne placent pas le marché et le libre-échange au cœur des processus, mais les principes de coopération, de solidarité et de complémentarité. C'est évidemment une possibilité défendue très sincèrement, je le pense, par une partie de l'arc politique latino-américain. Il faut donc la prendre très au sérieux. Néanmoins, sur le terrain, l'éventail des forces militantes et militants en faveur de l'intégration régionale est assez large. Il court d'Hugo Chavez, que vous connaissez, à José Manuel Santos, son homologue colombien de droite. Il va de Pepe Mujica, le président uruguayen, un ancien guerrillero, à Sébastien Piñera, le président chilien, un grand patron. Il va des mouvements sociaux à la majorité des organisations patronales de la région, notamment brésilienne. Une telle réalité ne doit-elle pas nous alerter sur l'existence d'une autre possibilité concernant les efforts actuels visant à intégrer la région, un horizon peut-être tout aussi atteignable que le premier, et surtout compatible, du moins dans un premier temps, avec les projets portés par la vision progressiste. Aussi, le très libéral Cristóbal Pacheco Vélez se félicite lui aussi des progrès de l'intégration régionale sur le site Marco Trade News, mais pour des raisons différentes. Selon lui, le processus permettra, je cite, d'éliminer les entraves au libre-échange. En préparation à la 6e réunion ordinaire du Conseil des chefs d'État et de gouvernement de l'UNASUR, qui se tenait le 30 novembre à Lima, le secrétaire général de l'organisation, le Vénézuélien Ali Rodriguez, a soumis aux participants un document intitulé « Les ressources naturelles comme axe dynamique dans la stratégie d'intégration et l'unité de nos pays ». L'idée semble assez naturelle, après tout, l'Amérique latine, on l'a évoqué ici, possède d'importantes réserves de ressources naturelles considérées comme stratégiques. Mais de façon à exploiter les ressources naturelles, il faut des infrastructures. Des routes, des fleuves navigables pour accéder aux sites d'exploitation et les relier aux ports permettant leur envoi vers l'Europe ou de plus en plus vers l'Asie. L'Amérique latine estime ainsi avoir besoin de construire des infrastructures à hauteur de 250 milliards de dollars par an, soit le PIB nominal du Chili, 4 fois celui de l'Équateur. Première conséquence, selon le quotidien El País, le phénomène constitue, je cite, une opportunité pour les entreprises espagnoles de construction qui cherchent désespérément de nouveaux marchés dans le contexte d'effondrement de leurs commandes dans l'immobilier public et privé en Espagne. L'intégration des infrastructures constituerait donc une invitation aux multinationales espagnoles. Mais, surtout, le choix stratégique de l'UNASUR a conduit son conseil d'infrastructure et de planification, le COCIPLAN, à proposer,
pour l'année 2012 de, je cite, poursuivre le travail de l'IRSA. Alors, qu'est-ce que l'IRSA? L'IRSA, c'est l'initiative pour l'intégration des infrastructures régionales d'Amérique du Sud. Un projet lancé en 2000 et pensé au départ par la BID, la Banque interaméricaine de développement. Le projet était jusque-là embourbé dans de sérieux problèmes de financement et surtout de légitimité démocratique, parce qu'il plonge ses racines dans les réformes néolibérales des années 90. L'objectif, permettre l'exploitation des ressources et des populations sous l'égide de l'ALCA, la zone de libre-échange que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agissait donc d'une douzaine de projets visant à établir des axes de circulation routiers, ferroviaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest et vice-versa. Héctor León Moncayo, dans la dernière livraison de la publication American Movimiento, explique, je le cite, « À mesure que croît le poids du Brésil et que diminue celui des États-Unis, au sein de l'IRSA, la connexion Est-Ouest a pris plus d'importance que celle qui va du nord au sud. » À partir de là, l'IRSA devient un projet poussé par la bourgeoisie pauliste, la bourgeoisie de São Paulo, lui permettant de repousser les barrières physiques, juridiques, sociales, la tenant trop éloignée des ressources naturelles latino-américaines, de ses sources d'électricité. Il faut savoir qu'à l'époque, le Brésil se démène contre d'importantes coupures d'électricité. Et des barrières qui l'éloignent de la façade pacifique vers laquelle se réoriente son commerce. Au cours de la dernière décennie, la Chine est devenue le principal partenaire commercial du Brésil. Ainsi, selon l'analyste uruguayen Raúl Zibecki, cette modification profonde de la géographie ne vise pas l'intégration du continent, mais bien à le relier aux marchés mondiaux. Le projet de l'IRSA repose en effet sur le principe de l'intermodalité, elle-même une conséquence de la révolution des conteneurs, le système qui permet le transport terrestre, aérien, fluvial d'une marchandise avec la plus grande fluidité possible. Mais Moncayo, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, rappelle une lettre du président Evo Morales à l'ancêtre de l'UNASUR, qui s'appelait la Communauté Sud-Américaine des Nations en 2006. Morales insistait sur le fait que la communauté naissante ne pouvait se consacrer, je le cite, à des projets d'autoroutes, de crédit qui finissent par favoriser principalement les secteurs liés au commerce mondial. Mais même si l'UNASUR ne s'y consacre pas, est-ce que l'Union ne flirte pas avec ce danger en décidant de reprendre le projet de l'IRSA? Au final, qu'il s'agisse d'œuvrer au développement économique pour sortir l'Amérique latine de sa situation de dépendance, un projet véritablement soutenu par tout un tas de gouvernements, j'insiste là-dessus, ou bien pour tirer profit de la richesse de la région, que l'on soit un dirigeant de gauche ou un patron de multinationale, le point de départ est aujourd'hui étonnamment proche. Il faut, dans un premier temps, développer des infrastructures afin d'exploiter les ressources naturelles. Chacun y met donc du sien afin de créer le cadre le plus favorable à ce développement. Et lors d'un récent sommet, du sommet de Cadiz, les sommets ibéro-américains de Cadiz, Antonio García Ferrer, vice-président de la société espagnole ACS, ajoutait et expliquait « Pour investir, nous avons besoin de stabilité politique et de sécurité juridique ». C'est ce que le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, appelait lui des règles du jeu claires, une expression qu'on retrouve assez souvent dans la bouche de Laurence Parisot et qui désigne plus ou moins la certitude pour les patrons qu'on ne va pas trop les déranger. En novembre 2012, le Wall Street Journal allait un peu plus loin dans l'analyse du phénomène. Il expliquait, je le cite, « Le retour à la démocratie en Amérique latine a permis d'atteindre une plus grande stabilité politique et de favoriser les investissements. Autrement dit, la relégitimation nécessaire de la démocratie en Amérique latine, une démocratie qui souffrait de pactes de transition ayant laissé au pouvoir des élites qui pérennisaient des modèles d'exploitation mis en place par les dictatures, eh bien, cette régénération de la démocratie est porteuse de paix sociale, très bien, mais dans la mesure où on ne pousse pas pour son dépassement, le dépassement de sa forme libérale, elle pourrait également être porteuse de marchés plus sains, participant à ce que l'on pourrait décrire comme un processus de modernisation capitaliste. Certes, la démocratie latino-américaine a bien des leçons à nous apprendre aujourd'hui, surtout à des pays comme la Grèce, pourquoi pas la France, mais le processus d'intégration tel qu'il se conduit aujourd'hui conduit chacun à mitiger ses ambitions, ses horizons politiques pour se mettre d'accord avec ses voisins, à émousser peut-être sa radicalité. Olivier Daben, qui est un latino-américaniste qui sévit du côté de Sciences Po et qu'on ne saurait taxer d'idolâtrie marxiste, explique que la communauté latino-américaine des nations est pilotée par une troïka constituée de pays exerçant la présidence accompagnée de son prédécesseur et de son successeur. La situation en 2012, vous aviez le Venezuela, le Chili et Cuba. Et Daben de souligner, je le cite, « Ce trio insolite ne semble pas avoir de difficultés particulières à travailler,
On peut y voir l'illustration d'une certaine capacité assez nouvelle en Amérique latine à faire progresser la recherche de l'intérêt général au-delà des différents politiques. L'heure est au pragmatisme et à la flexibilité, ce qui représente un progrès pour la région. Lorsque les gens de Sciences Po vantent le pragmatisme et la flexibilité, ce n'est jamais un gage de transformation sociale. Pour conclure, il me semble important d'observer qu'un phénomène nouveau a lieu. J'ai parlé tout à l'heure du sommet ibéro-américain du 15 novembre à Cadiz. Le Monde titrait à ce sujet récemment « Espagne et Amérique latine échangent leur rôle ». Et le quotidien du soir expliquait « C'est la péninsule qui appelle à l'aide en espérant que se multiplient les investissements ». Le Wall Street Journal rappelait de son côté que les sociétés latino-américaines ont annoncé des investissements équivalents à 10 milliards d'euros en Europe, de loin le niveau le plus haut depuis 1995. Les multinationales latino-américaines remplaceront-elles bientôt leurs homologues européennes? Et si oui, les salariés et les populations ont-elles vraiment à y gagner? En 2006, Zibeki, qui parlait de l'IRSAM, que j'évoquais tout à l'heure, soulignait sa spécificité. Il s'agissait d'un type d'intégration né dans le Sud, profitant aux élites du Sud. Il se pourrait donc, et c'est ma conclusion volontairement un peu polémique dans le cadre de cette soirée, il se pourrait donc qu'indépendamment de la vocation impérialiste du capital venu du Nord, celui des multinationales européennes par exemple, celui installé au Sud soit capable lui aussi de faire couler les veines de l'Amérique latine. Que finalement, un processus de spoliation du Sud par le Nord se voit remplacé par un autre de spoliation du Sud par le Sud. Je vous remercie. Merci beaucoup à Renaud Lambert, membre de la rédaction du Monde diplomatique, pour cet exposé en perspective que vous voyez bien pose la question de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans ces régions-là. Je voudrais, avant de vous donner la parole pour poser des questions, revenir sur quelques éléments qui me semblent importants à propos du sommet des peuples et le sommet officiel Union européenne-Amérique latine qui aura lieu, je disais au départ, le mois de janvier prochain à Santiago, au Chili. Il faut prendre en considération trois choses qui, me semble-t-il, sont importantes. La première question, c'est que n'oubliez pas, en octobre 2013, il y aura des élections au Chili. Il vient d'y avoir des élections législatives et la droite, représentée par M. Piñera, a perdu ces élections-là. Donc, il y aura ces questions-là. Deuxièmement, plus important, n'oubliez pas que 2013 sera le 40e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende au Chili. Et troisièmement, n'oubliez pas que suite à ce coup d'État de 1973, le Chili a devenu, disons, le phare du libéralisme en Amérique latine avec les politiques libérales qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. En même temps, il y aura des autres procès en Amérique latine. On a vu déjà ce qui se passe côté européen. Mais côté Amérique latine, il faut se rappeler que le mois de février aura des élections en Équateur, que pour l'instant, on ne sait pas que va-t-il se passer avec Hugo Chávez au Venezuela. Non? Donc c'est une situation assez mouvementée en Amérique latine, dans laquelle, je cite la question institutionnelle, mais surtout, il y a énormément de mouvements sociaux, syndicaux, paysans, via campesina, etc., qui luttent justement pour proposer, pour tisser de nouvelles alternatives. Et c'est pour ça que nous, en tant que des organisations qui considérons qu'il est nécessaire d'offrir ou proposer des discussions alternatives, nous sommes là pour parler avec vous. Maintenant, une fois qu'il dit tout ça, c'est à vous de prendre la parole si vous avez des questions à adresser soit à Veil, soit à Renaud ou